Alors, dossier numéro 3, un dossier sur, tout d'abord, la première partie, une constipation. Donc, première question, on vous demande comment définit-on une constipation. Alors, la constipation, elle a une définition précise chez l'enfant. Eh bien, ça va correspondre à une diminution de la fréquence ou du volume des selles ou à la modification de la consistance des selles. En pratique, grossièrement, on dit que c'est un enfant qui va faire moins de 2 selles par semaine. Mais là encore, le chiffre en tant que tel ne compte pas tant que ça. Tant qu'il n'existe pas de symptomatologie douloureuse, soit avant l'exonération, soit pendant l'exonération, eh bien, l'enfant peut avoir 2 selles par semaine sans être constipé. Par contre, un enfant qui aura 4 selles par semaine, mais ces selles seront extrêmement dures et l'exonération sera douloureuse, entraînant des fissures, et cet enfant sera qualifié de constipation. Donc, une définition précise, mais en pratique, finalement, une définition à adapter au cas par cas. Soit il existe une véritable gêne fonctionnelle. S'il n'existe pas de gêne fonctionnelle, un patient qui a 1 selle par semaine, mais qui se porte parfaitement bien et qui grossit bien, il n'y a absolument rien à rechercher. Question numéro 2. Quelles sont les principales étiologies organiques à rechercher avant de parler de constipation fonctionnelle? Alors, bien retenir que lorsque je prends en charge un enfant chez qui je diagnostique une constipation, 2 possibilités. Soit il existe une maladie sous-jacente, c'est une constipation organique, soit il n'existe pas de maladie sous-jacente et c'est une constipation fonctionnelle. Dans 95 voire 98% des cas, les constipations sont fonctionnelles, mais je dois d'abord m'assurer d'éliminer les étiologies qui peuvent donner une constipation organique chez l'enfant. Alors ces étiologies, elles sont un peu spécifiques, donc il faut les apprendre. Premièrement, eh bien, il existe les étiologies chirurgicales. Alors dans ces étiologies chirurgicales, eh bien, n'importe quelle occlusion digestive, alors, évidemment pas les occlusions aiguës, mais n'importe quelle occlusion digestive chronique peut donner ça. Et puis évidemment, bien retenir la maladie de Hirschsprung. Et puis, il existe tous les obstacles qui vont empêcher eh bien, la progression des selles, avec principalement les malformations anorectales. Enfin, il faut évoquer certaines pathologies endocriniennes, certaines pathologies neurologiques et enfin certaines pathologies générales. Les pathologies endocriniennes, eh bien, ce sera l'hypothyroïdie, l'hypercalcémie et l'hypocalémie. C'est rare, mais cela peut donner des constipations. Les pathologies neurologiques, eh bien, toute pathologie qui va donner un trouble neurovégétatif qui va donc jouer sur la progression des selles dans le tube digestif. Et puis certaines pathologies générales comme les tubulopathies, la maladie cœliaque, l'allergie aux protéines de lait de vache ou la mucoviscidose. Enfin, il existe des pathologies anales. N'importe quelle pathologie anale douloureuse va entraîner une constipation et principalement la fissure anale, en sachant que la constipation peut entraîner une fissure anale, mais la fissure anale entraîne aussi de la constipation. Donc il existe un véritable cercle vicieux entre fissure anale et constipation chez l'enfant. Et enfin, certaines prises de médicaments comme les épicisants de lait ou encore les morphiniques. Donc, bien retenir des étiologies chirurgicales, principalement le Hirschsprung, des pathologies à type d'obstacle, toutes les malformations anorectales, les fissures anales qui s'apparentent un peu à une malformation anorectale et qui donc vont poser un problème, et puis des pathologies endocriniennes, neurologiques et quelques pathologies générales. Question numéro 3. Quelle information principale concernant la période néonatale recherchez-vous à l'interrogatoire? Eh bien, l'élément essentiel à demander devant une constipation du nourrisson est de savoir si pendant la période néonatale, il n'y a pas eu de retard à l'évacuation du méconium. Ceci est défini par un méconium qui est émis après 36 heures. Et lorsque j'ai eu un retard d'évacuation du méconium, eh bien, il y a 3 pathologies à évoquer, la mucoviscidose, l'hypothyroïdie et la maladie de Hirschsprung. Question numéro 4. Quels sont donc les arguments que vous avez recherchés à votre examen clinique pour en arriver à ce diagnostic de constipation fonctionnelle? Eh bien, pour arriver au diagnostic de constipation fonctionnelle, je dois éliminer l'ensemble des diagnostics pouvant donner une constipation organique. On l'a dit, 1. Vérifier qu'il n'y a pas eu de retard à l'évacuation du méconium. Deuxièmement, vérifier que cette constipation n'est pas présente depuis la naissance, parce que si elle est présente depuis la naissance, elle fait quand même penser à une pathologie ou à une malformation. Et puis ensuite, eh bien, je fais un examen proctologique complet, je recherche une fissure, je recherche une hypertonie du sphincter, je recherche une débâcle diarrhéique au toucher rectal, puisque cela va m'orienter vers une maladie de Hirschsprung.
Puis je cherche des éléments en faveur d'une occlusion digestive. Y a-t-il des vomissements bilieux? Y a-t-il un ballonnement abdominal important? Puis je cherche des éléments en faveur d'un trouble neurologique. Donc je fais un examen neurologique complet. Ensuite, je recherche des anomalies de l'examen cutané, comme des taches cutanées ou des touffes de poils sur la ligne médiane, qui vont m'orienter vers certaines pathologies neurologiques de la moelle qui vont pouvoir entraîner une constipation. Et puis, une prise de médicaments. Une fois que j'ai éliminé tous ces arguments en faveur d'une étiologie organique, je peux en plus de ça chercher des éléments en faveur d'une constipation fonctionnelle. Et ces éléments vont être les antécédents familiaux, une mauvaise préparation des biberons ou un contexte psychologique et affectif particulier. Mais là encore, pour parler de constipation fonctionnelle, il peut y avoir des arguments qui confortent que c'est une constipation fonctionnelle, mais surtout il ne doit y avoir aucun argument en faveur d'une constipation organique. Question numéro 5. Quels examens complémentaires prescrivez-vous? Eh bien, on ne prescrit aucun examen complémentaire devant une constipation que l'on suspecte fonctionnelle. Quel est votre traitement? Eh bien, le traitement, il va être ambulatoire, il n'est que symptomatique puisque nous avons affaire à du fonctionnel et donc il va consister en des règles hygiéno-diététiques, à bien préparer les biberons, plus ou moins faire un biberon avec de l'eau épars et enfin avec un traitement médicamenteux constitué de laxatifs. La surveillance de mon traitement, eh bien, je vais regarder le nombre de selles, la prise alimentaire et la courbe de poids. Et pour voir la tolérance de mon traitement, là encore le nombre de selles, être sûr qu'il n'y a pas eu trop de sel, trop de sel émises et que mon traitement est trop fort. Donc bien retenir sur les histoires de constipation que les constipations fonctionnelles sont très fréquentes chez l'enfant, mais avant de pouvoir poser ce diagnostic, il faut éliminer toutes les étiologies de constipation organique. Question numéro 7, et à partir de la question numéro 7, eh bien, nous rentrons dans un dossier qui parle d'hernie et de troubles associés aux hernies. Alors, pour comprendre la hernie, eh bien, il faut avoir quelques notions anatomiques. Alors, moi, je ne suis pas du tout fort en anatomie, mais en tout cas, voilà les quelques notions très simplifiées à connaître pour comprendre les pathologies qui sont associées à la hernie. Alors, ici, vous est représenté la cavité abdominale, et ici est représenté le péritoine, et ici est représenté un testicule. Eh bien, le péritoine plonge au niveau du scrotum pour former un petit feuillet et ensuite remonte au niveau de la cavité abdominale. Ça, c'est ce qui se passe avant la naissance. En principe, au moment de la naissance ou quelques jours après, eh bien, ce canal péritonéo-vaginal se ferme, créant finalement une petite couche de péritoine autour du testicule, que l'on appelle la vaginale. C'est ce qui se passe normalement. Cependant, il existe des pathologies qui sont associées à la non-fermeture de ce canal péritonéo-vaginal. Si ce canal péritonéo-vaginal n'est pas fermé, il peut arriver plusieurs choses. Premièrement, il peut y avoir du liquide de la cavité du péritoine qui descend et qui vient se loger ici. Dans ce cas-là, il y a du liquide ici qui reste logé et cela donne un kyste du cordon. Ce liquide, il peut ne pas rester bloqué ici, mais par contre descendre au niveau de la vaginale et donc il peut y avoir du liquide ici, c'est ce qui crée l'hydrocèle. Voilà le premier type de pathologie qui peut apparaître. Au niveau de ce canal, il peut y avoir aussi du tube digestif qui descend, de l'intestin. Si du tube digestif descend et se bloque ici, vous avez une hernie inguinale. Et si le tube digestif descend encore plus bas et va jusqu'ici, vous avez une hernie inguino-scrotale. Voici l'ensemble des pathologies qui peuvent être associées à une non-fermeture du canal péritonéo-vaginal. Et on comprend bien que l'hydrocèle et la hernie inguinale ou inguino-scrotale peuvent être associées parce qu'elles ont exactement le même mécanisme physiopathologique. Donc, question numéro 7. On vous demande quel est votre diagnostic au sujet de cette tuméfaction inguinale qui est transilluminable. Eh bien, ici, nous avons affaire à une hernie inguinale droite qui est non étranglée.
Bien sûr, devant toute hernie, dire si elle est étranglée ou non étranglée, car si elle est non étranglée, pas d'urgence. Si elle est étranglée, urgence à réduire manuellement ou chirurgical. Donc, comment est-ce qu'on voit ici le diagnostic? Eh bien, c'est un garçon, bon, avec une tuméfaction inguinale qui est intermittente, donc une tuméfaction à ce niveau-là qui est intermittente. Et cette tuméfaction, elle est indolore et elle contient l'ensemble des caractéristiques d'une hernie, c'est-à-dire qu'elle est impulsive au cri de l'enfant, elle est réductible, elle contient du tube digestif parce qu'elle gargouille. Bon. Évidemment, devant l'examen d'une hernie, bien vérifier que les testicules sont en place et bien vérifier l'ensemble des autres orifices herniaires. Donc on l'a dit, il y a les hernies inguinales, les hernies inguinoscrotales, les hernies scrotales, qui sont un premier groupe de hernies. Il existe aussi fréquemment les hernies ombilicales, une hernie au niveau de l'ombilic. Ce sont les principales hernies de l'enfant. Question numéro 8. Quel est le traitement de cette affection? Eh bien, le traitement des hernies inguinales ou inguinoscrotales est chirurgical. Pourquoi? Parce qu'un tiers de ces hernies peuvent s'étrangler. Et si ces hernies s'étranglent, il y a deux risques. Eh bien, une ischémie testiculaire par une compression de l'ensemble des vaisseaux spermatiques. Et deuxièmement, évidemment, une nécrose de l'anse digestive. Donc, il faut faire un traitement chirurgical. Cependant, ce traitement chirurgical ne doit pas se faire en urgence. On le programme. Et ce que l'on fait, eh bien, c'est simple. On remet en place l'intestin et puis on fait une résection du canal inguino-scrotal. Et ceci se fait sous anesthésie locale ou anesthésie générale. En attendant le traitement chirurgical, eh bien on fait un traitement ambulatoire avec une surveillance et on explique aux parents comment réduire la hernie si besoin et surtout les signes d'étranglement de hernie qui doivent faire consulter en urgence. Voilà le traitement chirurgical d'une hernie inguino-scrotale. Faut-il opérer les hernies ombilicales? Au sujet des hernies ombilicales, non, ça ne s'étrangle qu'exceptionnellement, donc on ne fait absolument rien avant l'âge de 2 ans. Dans 99% des cas, la hernie se réduit toute seule avant l'âge de 2 ans et surtout le risque d'étranglement est nul. Après l'âge de 2 ans, eh bien, on sait que les hernies qui persistent vont avoir plus de mal à se réduire toutes seules et donc on peut faire un petit traitement chirurgical. Mais donc la règle, c'est tout de même l'abstention thérapeutique devant une hernie ombilicale. Question numéro 9. Au sujet de la bourse droite, que signifie par rapport au contenu de la bourse qu'elle soit transilluminable et quel est votre diagnostic? Eh bien, la transillumination, c'est le reflet qu'il y a du liquide dans la tuméfaction. Et donc, s'il y a du liquide dans cette tuméfaction, c'est que cette tuméfaction est secondaire à un hydrocèle. Je transillumine mon testicule. Si la lumière passe à travers, eh bien, c'est que mon augmentation est due à du liquide. Et ici, la seule cause possible, c'est un hydrocèle vaginal droit. Et question numéro 10, y a-t-il une explication anatomique expliquant la présence simultanée de ces deux pathologies? Eh bien, la réponse est oui, c'est ce qu'on a expliqué, c'est la persistance du canal péritonéo-vaginal.